l'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Alors bonjour Romain. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour Talk Podcast. Du coup, je t'interroge parce que tu es le cofondateur avec Margot de Fera Diamond. Dis-moi si je me trompe dans la prononciation. Non, c'est ça. Ok. Et donc, vous créez des godes en silicone qui sont inspirés d'un univers très fantastique. Voilà, j'ai envie de savoir comment vous est venue cette idée, quel est votre univers, quelle est votre envie, votre objectif à travers ce projet qui est tout récent et qui n'est pas encore officiellement lancé, mais qui est quand même pas mal avancé. Moi, je vous ai découvert sur Insta, donc voilà, je te laisse peut-être te présenter, Romain, et présenter le projet un peu mieux. Oui, bien sûr. Donc déjà, merci beaucoup pour cette invitation. C'est la toute première interview relative au projet, même c'est la toute première interview que je donne de ma vie. Et donc merci pour cette introduction. Et nous, du coup, effectivement, comme tu l'as dit, notre projet, donc c'est de fabriquer et de vendre donc des sextoys en silicone sur un créneau assez fantastique. Et donc du coup, l'idée en fait derrière fantastique, c'est que c'est pas des phallus avec un gland bien rose, avec des veines bien bleues, etc., comme on a l'habitude de les voir dans les sex shops. Mais voilà, c'est des créations un peu plus originales, typiquement des cornes de licorne, des tentacules, etc., des créatures un peu plus originales. Et également en termes de couleurs, l'idée c'est d'offrir un éventail de couleurs beaucoup plus diversifié, beaucoup plus proche du spectre de couleurs de l'arc-en-ciel que ce qu'on retrouve en général dans les sex shops. Donc ça, c'est le premier critère, c'est justement ce côté fantastique sur le projet, mais il y en a d'autres. Il y a aussi l'aspect personnalisable, parce que du coup, c'est des sextoys artisanaux qui sont fabriqués à la main en France, donc en Seine-et-Marne, c'est nous qu'on les fabrique. Et ça permet en fait de les faire un par un à chaque fois qu'on a une commande, et l'idée, c'est de s'adapter à ce que veut la personne. Typiquement, si elle veut un sextoy qui est grand, qui est rouge, qui est rigide et qui a une ventouse, on peut le faire facilement. Et inversement, si quelqu'un veut une corne de licorne bleue qui soit toute molle, etc., on peut s'adapter. Donc ça, c'est l'idée. Et il y a également quatre lignes directrices qu'on a choisies pour ce projet. Alors plutôt des valeurs plus que des lignes directrices. C'est donc la première, c'est la santé. C'était hyper important pour nous. C'est assez évident d'avoir un produit qui soit parfaitement biocompatible, qui soit respectueux du corps, parce que c'est un vrai problème à l'heure actuelle, je pense, dans le secteur du sextoy, le fait qu'il n'y ait aucune régulation juridique particulière dans le secteur. Ça amène à ce qu'on retrouve un petit peu tout et n'importe quoi dans les produits. Donc là, l'idée, c'est d'être assez transparent côté sanitaire. Le deuxième point, c'est l'éco-responsabilité.
on essaye d'avoir un projet qui a un impact positif ou du moins pas d'impact négatif à la fois sur l'environnement et puis un petit peu sur le côté social également. On pourra en reparler après si c'est quelque chose qui est intéressant. Clairement. Sur le côté artisanal, bon, je l'ai déjà évoqué, mais l'idée c'est pas de les fabriquer à la chaîne en Chine, etc. C'est de le faire nous-mêmes à la main en France. Et enfin, le 4e point, c'est l'idée, c'est d'avoir des designs et une communication qui est non genrée. Ce que j'entends par là, c'est que c'est pas des sextoys pour hommes vs des sextoys pour femmes. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut avec l'identité qu'il a. Et voilà, il n'y a pas d'injonction. L'idée, c'est vraiment de promouvoir une sexualité positive, que ce soit à la fois à travers l'univers fantastique, mais même au sujet de la communication plus terre à terre. Il ne s'agit pas de faire une rubrique sextoy homme et une rubrique sextoy femme, comme on aime dire. Bien sûr. Voilà, vraiment un truc ouvert. Ok, donc 4 grands points pour résumer. Donc tu disais santé éco-responsable, artisanale et non genrée. Et non genrée. Ok, super clair. Pour une première interview, franchement, c'est hyper clair. Merci. Et oui, du coup, vous êtes 2, vous faites tout vous-même. Oui. Comment est venue l'idée ? Déjà, on reviendra évidemment sur tout ce qui est processus de fabrication et sur les valeurs, parce que ça m'intéresse énormément, parce que voilà, c'est clair dès le début, c'est génial. Déjà, comment est venue cette idée ? Parce que peut-être que tu peux décrire ce que tu fais enfin, quelle est ta formation à la base, quel travail tu fais. Alors la formation, elle est assez hors sujet par rapport au domaine de la sexualité, encore plus de l'artisanat. Moi, j'ai fait un master en IEP dans les risques sanitaires et environnementaux. Donc bon, il y a un petit peu l'enjeu sanitaire et environnemental, mais c'est quand même... Ah, t'étais à Sciences Po ? Oui. Quelle Sciences Po ? À Toulouse. Ah, ok, très bien. Ouais, j'étais à Lyon. Ok. Et du coup, voilà, donc j'ai fait un master là-bas. Et qu'est-ce que je disais ? Et Margot, du coup, elle, son cursus, elle a fait des arts plastiques. Et du coup, avant de se lancer dans le projet, elle travaillait donc du coup dans la peinture. Où elle était peintre, à la fois elle faisait ses propres toiles et elle travaillait également pour d'autres artistes. Bon, revenir à moi, ce que je faisais après ma formation et que je continue à faire pour assurer un petit peu la stabilité financière du début pour l'instant. Je suis consultant dans l'énergie. Avant ça, j'avais travaillé un peu à la direction de la stratégie de Engie, le groupe énergétique français. Et voilà. Et aujourd'hui, je fais du conseil dans l'énergie et en parallèle, on monte ce projet. D'accord. Donc voilà, rien à voir nos formations et nos expériences professionnelles antérieures, mais ce qui nous a vraiment amené à cette idée de fabriquer des sextoys, c'était déjà un intérêt commun pour le secteur d'activité, enfin même pour l'idée en général. Donc je pense que ce qui nous a pas mal éveillé à ça, c'est les podcasts ou même quelques lectures relatives à l'égalité des genres. Donc un peu un prisme indirect pour arriver au sextoy, mais c'est quand même assez lié en général. Ouais, je pense que moi c'est un peu oui, c'est clairement ça aussi. J'ai encore du mal à bien expliquer à chaque fois qu'on me demande mais ça vient d'où cette idée. Il y a plein de choses, dont notamment un peu me rendre compte que oui, et assumer mon féminisme que je n'ai pas assumé forcément tout de suite. Et du coup, c'est quelle lecture par exemple ? Parce que moi aussi c'était pas mal les podcasts et des lectures. Ouais, voilà. Alors les podcasts, c'était surtout un podcast à soi, les coups sur la table. Il y en avait aussi qui étaient plus directement relatives à la sexualité ou les chemins de désir. Je sais pas si tu vois, le podcast génial. Et côté lecture, il y a eu pas mal de lectures de féminisme pro-sexe comme Virginie Despentes, etc. Donc ça pas directement lié au sextoy en général, mais voilà. Enfin, en tout cas, nous, ça a éveillé vraiment notre intérêt sur le sujet, je pense. Et après, il y a eu dans un second temps le fait qu'on voyait bien que dans ce secteur d'activité, la lecture qu'on en fait, il y a un peu un prisme entre d'un côté les anciens sex shops, etc., qui vont avoir plutôt un côté un peu glauque, des produits un peu douteux, pas très transparents, voire qui vendent des DVD X en général, enfin, l'endroit, enfin, moi personnellement, en tout cas, je me sens pas bien. Après, j'ai vraiment aucun jugement vis-à-vis de ce genre d'institution. Mais voilà, donc ça c'est un côté, et l'autre côté c'est plutôt des sex shops qui soient plus friendly, un peu plus liés au féminisme comme on en parlait, avec une idéologie de libération du corps, libération de la femme, libération de la sexualité, etc. Et souvent c'est une image plus transparente, plus ludique, plus bienveillante qu'on retrouve dans ces sex shops ou dans ces produits de manière générale. Et voilà, du coup on a un peu l'impression que le marché transite du premier vers le second que je viens de décrire. Bon, alors après c'est limité parce qu'il y a évidemment plein de sex shops, etc., qui s'inscrivent pas vraiment dans cette dualité.
Mais voilà, nous on le lit comme ça et en fait ça nous a trouvé super intéressant d'essayer d'entreprendre, de participer à cette transition en apportant notre petit grain avec notre projet. Donc voilà, on a décidé de se lancer là-dessus et évidemment il y avait aussi la volonté de mener un projet de couple, de partager une expérience ensemble. Ok, c'était évident pour vous d'entreprendre ensemble. Ouais. À fond, enfin c'était pas plus l'un que l'autre, c'était tous les deux. Ouais, carrément. Voilà, et ça a été aussi assez clair que ce soit tout de suite des sextoys et notamment commencer par le God parce que c'était plus simple puisqu'il n'y avait pas de comment on appelle ça de machinerie d'électronique, voilà. Ouais. Ok, d'accord. Donc en fait on a été pas mal inspiré. Je pense qu'il y a quand même plusieurs entreprises de sextoys artisanales qui existent. Dans le Silicon, la plus connue c'est certainement Bad Dragon qui oui. Voilà. Mais ils sont anglais, non? Mais ils sont aux États-Unis, à Phoenix. Ouais. Et du coup voilà, c'est plus ce genre de projet. On a vu que ça avait pas l'air super compliqué. En plus il y avait le côté le fait que Margot ait une expérience en sculpture et en moulure, etc., ça a été un énorme avantage parce qu'effectivement sinon commencer à travailler des formes et du silicone à partir de rien, c'est quand même peut-être compliqué. Enfin moi en tout cas j'aurais jamais réussi tout seul. Ouais, c'est ça. Et l'univers du coup c'était aussi un peu son univers. Ouais, l'univers c'est elle qui fait du coup toutes les illustrations relatives à l'univers qu'on peut retrouver du coup sur notre page Instagram ou sur notre site qui est à venir. Mais voilà, et sinon après on l'écrit ensemble et si les sextoys on les fabrique ensemble. Voilà, c'est plus oui, du coup, je t'écoute en même temps, je me pose la question. Donc, c'est elle qui est plus sur la partie créa, peut-être. Ouais. Enfin, créa en tout cas de. Si tu veux la répartition des prototypes. Voilà, c'est ça. Et toi, bon, vous êtes tous les deux quand même sur la construction au moment, enfin, sur la fabrication, pardon. Ouais. Oui, où vous moulez, etc. Ouais. Et ensuite, du coup, qui fait quoi, voilà. Vraiment. Grosso modo, le qui fait quoi, Margot travaille beaucoup sur la partie communication, image, etc. Elle fait également toutes les modélisations 3D qui sont utilisées donc pour arriver à une forme qui deviendra un sextoy. Donc il faut avoir des logiciels assez compliqués quand même à apprendre à maîtriser, du moins pour faire des formes précises. Si on fait un truc juste en rond, calme, mais ça peut être assez compliqué. Et moi de mon côté donc j'ai plus travaillé sur le site internet, pas mal de recherches sur internet également, la gestion des fournisseurs, etc., parce que il y a quand même pas mal de travail relatif à ça aussi. Et sinon la fabrication et grosso modo les décisions vraiment d'ordre général relatives à la marque, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire, ça c'est vraiment des décisions qu'on a prises ensemble. Oui, bien sûr. Ok. Et est-ce que, alors ça je sais pas si c'est très pertinent de la poser maintenant, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez vraiment de continuer à faire qu'à deux, même si ça prend, ça marche bien, ça prend de l'ampleur et tout, ou vraiment faire un projet où vous pourriez recruter, parce que voilà, il y a des entrepreneurs qui aiment bien rester seuls ou dans une mini équipe, ou alors en faire une plus grosse structure. La question se pose pas vraiment encore du coup qu'on n'est pas lancé, mais effectivement on a déjà réfléchi. Votre ambition, alors du coup d'un côté notre ambition sur les produits et donc peut-être aussi sur le côté humain et organisation. Comment t'imagines, tu vois, même si je sais que ça paraît, enfin c'est bizarre, mais moi j'essaye parfois de faire ça pour se donner de la motivation. Jusqu'où t'imagines, si tu peux le dire en tout cas, le projet? Alors nous on est complètement ouvert à l'idée de recruter, etc. Si le projet était amené à vraiment prendre de l'ampleur, ça serait super, même s'il s'agit de diversifier, d'aller au-delà des dildos, de faire des vibros, etc., ou d'autres produits, des produits différents, ou faire d'autres marques de sextoy. On est complètement ouvert à ça et ça implique bien sûr de processus de recrutement, parce qu'à deux on est forcément très limité déjà juste pour faire la fabrication, gérer les silicones, etc. Enfin, tout faire à deux, c'est déjà énormément de travail. Et effectivement, le fait de faire du Made in France, qu'on fait nous-mêmes, ça te limite énormément dans les volumes que tu peux faire, puisque tu peux, grosso modo, tu les fais un par un, le secteur, tu les fais toi-même. Donc, bien sûr. Si demain on a 1000 commandes, c'est pas bon. C'est pas comment dire, les stocks, le fait de plus avoir de stock, c'est aussi bon signe. Ça veut dire que ça sera des précommandes. C'est ça. Ok. Mais oui, effectivement. Donc si on veut prendre de l'ampleur, de toute façon, il faudra forcément recruter, puisque tu peux pas automatiser totalement, je pense, le processus. Alors faudrait changer beaucoup de choses.
t'as forcément une part de manuel dans la création de nos sextoys en tout cas. Et voilà, ça impose un temps de travail qui peut aller jusqu'à 1 heure pour un sextoy si c'est le maximum. Après, ça peut être une demi-heure. Ça dépend vraiment de ce que le client veut. Sur la fabrication ou juste sur la fabrication. Non, juste sur la fabrication. Okay. La conception, ça prend plusieurs jours. J'imagine. De modéliser la forme, etc., de la mouler, pas mal d'étapes. Donc ouais, il y a en gros les étapes, c'est donc le dessin vraiment sur papier presque. Ouais. Le choix avant même peut-être le choix des couleurs, la modélisation sur logiciel, sur ordi, oui, c'est ça ? C'est ça. On utilise Blender, qui est un outil de modélisation 3D qui permet ensuite d'imprimer en 3D. Ça, c'est l'étape suivante. Bien sûr. Donc une fois qu'on a, on a une première forme qui est une forme qui est toute dure, donc on peut pas l'utiliser en tant que sextoy. Et à ce moment-là, une fois qu'on a cette forme, il faut la mouler, c'est-à-dire que on transforme en moule, on fait un négatif avec du silicone. D'accord. Et ensuite, on fait des tirages à l'intérieur de ces moules, donc avec du silicone qu'on pigmente de la couleur qu'on souhaite atteindre. Ouais, et après, du coup, à partir du moment où t'as le moule, en fait, t'as un modèle. Ouais. Mais par contre, à partir de ce seul moule, il est réutilisable pas mal de fois. Ça dépend. Ça peut être entre 20 et 50 fois. Mais qui peut être 50 fois de manière différente, puisque en fonction des silicones, des couleurs que vous mettez. À chaque fois, tu auras exactement la même forme et la même taille, du coup. Mais tu peux mettre la couleur que tu veux, la rigidité que tu veux, etc. Tu peux jouer sur ces paramètres-là. Et ça, pour connaître, comment choisir le silicone, quel type de silicone, comment le faire fondre, j'imagine, comment le faire durcir, à quelle rigidité il va avoir, etc. Tout ça, vous avez appris sur le tas, en fait. Complètement. Il y a beaucoup de recherches sur Internet, mais le silicone, c'est une matière qui est utilisée vraiment plein de secteurs différents. Il y a 10 000 manières de l'utiliser différentes. Donc, on peut trouver quand même pas mal d'informations en cherchant sur Internet. Après, sur l'application propre au sextoy, il y a assez peu d'informations, malheureusement, et notamment au regard des enjeux sanitaires qui sont assez spécifiques. On les retrouve pas. Après, il y a quand même beaucoup d'utilisation dans le secteur hospitalier, du silicone, dans le secteur médical de manière générale. Donc, c'est du silicone médical, comme souvent, de toute façon. C'est du silicone qui est vraiment taillé pour le corps. C'est ça, parce que c'est pas du silicone pour faire des joints de salle de bain, par exemple. C'est sûr. On pourrait faire ça, mais non, c'est pas l'idée. Et voilà, donc on a appris effectivement en cherchant beaucoup sur Internet. Ça peut être dans des forums, dans des articles scientifiques. Donc il y avait un peu de tout. On a multiplié les sources, on fait pas mal de recherches, et aussi énormément en s'entraînant, en moulant nous-mêmes, en voyant ce qui marche pas. On a testé une quinzaine de silicones, je pense, à peu près en tout, de marques différentes, de silicones différents. Alors, des fois, on comprend pas pourquoi. Il y en a qui collent, il y en a qui collent pas. Il y en a qui ont un effet velouté, d'autres non. Ouais, il peut y avoir plein de. Alors, on sait pas. Est-ce que c'est pas toujours. Est-ce que c'est parce que toi tu l'as mal utilisé? Est-ce que c'est parce que le silicone est comme ça, etc. Mais après, on a énormément aussi discuté avec les fournisseurs, ces fabricants de silicone, justement pour s'assurer notamment sur l'aspect biocompatible. Ça, c'était essentiel pour nous. Et même, en fait, ils étaient assez ouverts avec nous pour nous donner des indications, utilisez-le plutôt comme ça, etc. Moi, c'était très sympa. C'est le gros avantage, je pense, de travailler avec des silicones qui sont pas chinois, parce qu'effectivement, si tu vas sur AliExpress ou quoi, tu peux acheter du silicone, donc il y a écrit silicone médical. C'est pas cher du tout, mais tu sais pas du tout ce que t'achètes, et derrière, les personnes seront pas vraiment là pour t'aider si t'as une galère ou quoi. Parce que là, c'est du silicone qui est fabriqué en France, en fait. Non, le silicone est fabriqué aux États-Unis. D'accord, mais en fait, ça s'achète quoi, sous forme de paillettes un peu? Non, c'est en fait c'est deux liquides différents. D'accord. De très pâteux et ou pas d'ailleurs, il y en a des pâteux, il y en a des pas pâteux, enfin des visqueux. Et quand tu les mélanges, ça va faire une réaction et au bout de 3 heures à peu près, ça sera sec. Donc tu auras un sextoy. Et à ça, t'ajoutes des colorants où ils sont déjà intégrés? Si tu peux, les deux processus sont possibles. Nous, on les ajoute nous-mêmes parce qu'on veut les choisir, notamment pour avoir des pigments responsables et des pigments sains pour le corps aussi, parce qu'on sait toujours pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pas toujours très clair. On veut s'assurer de bien maîtriser vraiment tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. C'est essentiel pour nous. Et donc voilà, nous on les ajoute. Alors il y a plusieurs types de pigments que tu peux utiliser. Nous, ce qu'on utilise, c'est vraiment les critères, comme je te dis, c'était l'aspect responsable
et l'aspect sanitaire qui en fait tu le mélanges dans le silicone, du coup ça prend la couleur. Le pigment est vraiment à l'intérieur, il est pas en surface du sextoy. Et voilà. Donc du coup là ça prend juste la couleur du pigment. C'est le pigment de silicone qui de base est translucide, pour que ce soit un peu plus clair peut-être. D'accord, ok. Et voilà. Ok, ouais, non, mais j'avais vu sur vos stories les petits mélanges et tout, c'était assez incroyable. Je sais, mais ça va donner quoi quand ça va être sec? Et donc, bien sûr, on voit bien que c'est tout le silicone qui est coloré et qui est travaillé. Surtout qu'il y a pas mal d'effets de mélange de couleurs, de paillettes selon le style que vous voulez donner, puisque c'est quand même un univers assez fantastique. Donc le choix des couleurs est assez énorme. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment vous pouvez jouer sur le côté éco-responsable, sachant que c'est du silicone et alors bien sûr moi je comprends tout à fait l'utilisation du silicone. Je sais que c'est difficile d'être éco-responsable à partir du moment où on touche à tout ce qui est sextoys ou même médical en fait, sanitaire, hygiénique. Après on va te dire il y a des codes en bois certes, mais peut-être qu'on n'a pas tous envie d'avoir quelque chose d'aussi rigide. Du coup comment vous avez pensé à tout ça en fait? Enfin, comment vous pensez ça? Du coup, sur l'aspect éco-responsable, donc nous, on est parti en fait de base sans vraiment savoir exactement comment ça allait fonctionner. Donc, on voulait avoir vraiment cet impact positif tant sur le côté environnemental que sur le côté social. On s'est assez vite heurté effectivement au problème. Tu as exactement mis le doigt dessus que c'est du silicone. Alors le silicone c'est pas non plus très très mauvaise matière dans le sens où c'est quand même bien mieux que le plastique. C'est pas du tout lié à l'industrie pétrochimique. Souvent on entend que c'est lié au pétrole, mais non, c'est fait à l'origine. Enfin, si tu peux expliquer comment c'est fait, parce que même moi, enfin, tu vois, je suis pas sûre d'être capable de bien expliquer comment c'est fait. Je savais que c'était pas lié au pétrole, mais avant ce projet, je savais pas du tout en fait ce qu'était le silicone. Et du coup, la matière première derrière le silicone, c'est du silice. La silice, c'est du quartz ou du sable. C'est une matière qui est vraiment hyper abondante à la surface de la Terre. C'est genre l'atome qu'on retrouve le plus, je crois, après l'oxygène. Et c'est pas du tout une matière qui est rare. Il y en a partout autour de nous. Et du coup, cette matière elle est transformée dans des usines où ils en font du silicone. Et l'avantage, donc du coup, c'est déjà qu'on peut utiliser partout, mais sur l'aspect éco-responsable, c'est que la matière est ultra stable, contrairement au plastique, notamment pour tous les sextoys en plastique. Le problème, c'est que quand il va vieillir, le sextoy en plastique va rejeter divers produits chimiques pas super cool. Et la texture va se transformer. Etc. Tandis que le silicone, il reste complètement stable. Et même s'il venait à finir un jour sa vie dans un océan ou au fond de la Terre, il va pas rejeter plein de microparticules, etc. comme le plastique. Juste, il va rejeter la silice, donc le quartz, le sable, du CO2, du dioxygène. Et je crois que c'est tout. Mais voilà, il n'y a pas de produits vraiment polluants derrière qui sont rejetés. Juste les deux problèmes qu'on a identifiés en tout cas sur l'éco-responsabilité du silicone, c'est le fait que pour le produire, donc ça consomme pas mal d'énergie, ça peut être polluant selon comment c'est fait. Et le deuxième point, c'est que contrairement à ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est c'est pas du tout biodégradable le silicone. Enfin, on a vu pas mal de marques oui, nos sextoys sont biodégradables sans silicone. Non, pas du tout. Non, je veux pas du tout la prétention d'avoir une meilleure connaissance que les autres sur le sujet. Ok. Ouais, mais non, ça par contre biodégradable, oui, ça c'est pas biodégradable. Non, si t'as une cup ou une tétine de biberon, tu creuses un trou, tu la mets dans la terre, tu reviens 50 ans après, elle va être abîmée, mais elle sera toujours là. D'accord. Ça met, c'est beaucoup plus rapide que le plastique quand même pour se décomposer, mais c'est quand même de l'ordre du siècle, quoi. Donc c'est pas hyper rapide. Voilà, ça c'est les deux points négatifs un petit peu au regard de l'éco-responsabilité pour notre projet. Après, on a quand même choisi de garder cette image-là et de la mettre en avant, quitte à assumer ces deux points négatifs et pas être parfait. Après, les autres points, c'est le fait de jamais utiliser de plastique, comme que ce soit dans nos sextoys, dans nos emballages, etc., ou dans les documents, parce qu'il va y avoir des petits documents relatifs à l'univers fantastique qu'on crée. Donc ça, il n'y a aucun plastique, c'est du recyclé et du recyclable. Et également, les pigments qu'on utilise, ils sont fabriqués en Europe, et c'est pas des pigments. Souvent, le problème qu'on a avec les pigments qu'on utilise pour faire des sextoys artisanales comme ça, c'est que c'est des micas, et ça provient
grosso modo du travail d'enfants plus ou moins esclaves en Inde, dans des mines, etc. D'accord. Des conditions pas super cool. Donc voilà, nous on voulait pas faire un sextoy où derrière il y a des gens qui sont morts pour le fabriquer. Ouais. Donc l'idée c'est voilà, ça va aussi avec le fait de vouloir le fabriquer en France, c'est que vraiment on veut maîtriser qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on met pas dedans. Et donc voilà, donc, par rapport à ça pour les pigments. Et bien sûr, il y a le fait de le faire en France, donc ça limite quand même beaucoup de déplacements, de pas avoir une chaîne d'approvisionnement qui fait 3 fois le tour de la Terre, même si, encore une fois, notre silicone vient des États-Unis. Et enfin, comme je te dis, on avait essayé plein de silicones et on a vraiment gardé le seul qui était américain parce qu'il combinait vraiment de belles propriétés à la fois esthétiques, à la fois sanitaires. Oui, non, mais après, vous êtes transparent là-dessus et vous expliquez pourquoi. C'est pour un gage de qualité aussi, pourquoi pas. Enfin, après, c'est au consommateur de faire le choix. Complètement. Mais l'idée, c'est que de toute façon, c'est un produit de qualité qu'on va pouvoir garder très longtemps. Donc, et bien profiter avec, donc pourquoi pas quoi. Et donc du coup l'autre valeur c'était aussi non genré. Donc moi c'est ce que j'essaye de faire. Enfin vous vous destinez à des orifices du coup, soit un vagin, soit un anus. Mais du coup non, mais il y a quand même des formes qui sont différentes parce que normalement si c'est pour l'anus on est censé protéger. Enfin voilà, comme il y a je sais plus comment on dit, il y a une sorte d'effet aspirant quand on met côté anus, donc c'est pour ça que la plupart des plugs ont une sorte de base un peu plus épaisse. Ça j'ai vu de toute façon sur la plupart de vos godes, de toute façon tous nos sextoys ont des bases, c'est ça. Enfin, effectivement il peut y avoir un problème que quand on utilise le sextoy, il y a le sextoy qui est perdu à l'intérieur du corps et enfin c'est assez courant en fait aux urgences. Impossible côté vagin normalement. Normalement c'est impossible côté vagin, j'imagine que ça peut être galère à sortir. Mais en tout cas il y a une fin. Voilà. C'est bouché côté vagin. Tandis que effectivement sur le côté anus normalement ça peut partir loin et être irrécupérable, et apparemment c'est assez commun aux urgences d'avoir ce genre de problème, même si du coup les gens en parlent pas parce que c'est vachement honteux, c'est stigmatisé. Mais apparemment c'est pas super original. Non mais il y a une raison physiologique, une sorte de sphincter machin, enfin j'avais lu et tout, je suis incapable de réexpliquer là, mais clairement donc oui, la base est importante si vous à partir du moment où vous pénétrez quelque chose dans votre anus, ça c'est dit. Et est-ce que du coup les formes, parce qu'en plus voilà vous avez des formes très originales, est-ce qu'il y a des limites à ça ou pas du tout en fait? Oui, il y a deux limites déjà. Non mais à part bien sûr la taille, la grosseur, etc. Mais je sais pas, on a des formes de tentacules, on a des formes de cornes de licorne, on a des formes, j'arrive pas à la nommer, il y a une forme qui est un peu ouverte. C'est une plante carnivore. En mode plante carnivore. On a un peu de tout. Oui. Est-ce qu'il y a des limites ou pas? Il y a les deux limites il y en a une qui est imposée par les lois de la physique, c'est qu'on peut pas mouler tout et n'importe quoi en silicone. Il y a des formes qui sont plus ou moins difficiles, etc. Bon, ça on va en parler, c'est juste des détails de comment se comporte le silicone, etc. Et l'autre limite plus évidente, c'est que il faut que le sextoy soit quand même agréable à utiliser. Il faut pas que si c'est juste pour le poser sur une étagère parce qu'il est joli, c'est un petit peu dommage. Pourquoi pas à la limite, mais voilà, l'idée c'est quand même un autre business. L'idée c'est quand même qu'il soit agréable à utiliser, donc on essaye de s'inspirer de formes, on fait des tests, etc. pour que le sextoy soit plaisant à utiliser tout simplement. Donc on s'inspire en général de deux types de formes. Il y a des formes plutôt courbées, donc c'est plutôt pour accéder aux parties intimes, n'importe lesquelles, et une forme plutôt droite et élancée, justement plutôt pour les sextoys anal. Mais encore une fois, l'idée c'est vraiment de laisser les gens choisir les pratiques qu'ils ont envie de faire, et de pas amener des injonctions en fait avec le sextoy, de dire il faut utiliser ça comme ça, juste tu fais ce que tu veux avec notre juste sextoy, des recommandations à la limite, mais de ce qui est possible normalement. Et c'est vraiment de pas pousser les gens vers une bonne manière d'utiliser le sextoy et une mauvaise manière d'utiliser le sextoy. Voilà, tant que tout le monde est consentant, vous faites ce que vous voulez avec eux. Bien sûr. Ok. Et du coup, vous avez déjà eu un peu des demandes de votre communauté en mode moi j'aimerais bien plus telle forme, ou alors tel style d'univers, ou alors telle couleur. Vous avez déjà eu ce genre de demandes? C'est vachement encourageant justement d'avoir commencé à en parler un petit peu sur les réseaux sociaux avant, et d'échanger, d'essayer de créer une communauté avant le lancement, parce que justement on a plein de retours de gens qui nous disent ça c'est bien, ça c'est moins bien, cette couleur elle est belle, vous auriez essayé ça, vous devriez l'appeler comme ça, vous devriez faire
faire ça. On a des fois des choses qui sont complètement irréalisables. C'est assez rigolo de voir ça. Effectivement, c'est vraiment très très intéressant de créer ce lien avec une communauté. Enfin, nous, on adore ça, en tout cas dans nos deux jobs respectifs avant. Il n'y avait pas du tout cet aspect-là. D'accord. Typiquement, le directeur de la stratégie à Engie m'avait jamais dit « Waouh, c'est vraiment super ce que tu fais, Romain !» Non, ça se passait pas comme ça. En fait, là, c'est dans l'autre sens. C'était peut-être ton boss. Est-ce que peut-être tes clients t'ont dit non peut-être, non, je sais pas. Non, c'était moins évident. En tout cas, c'était pas le même contact qu'on avait avec eux. Ça, vous aviez pensé à ça quand vous avez commencé à poster sur les réseaux, à vous dire avant de lancer, on a besoin de montrer ce qu'on fait, outre bien sûr faire la pub ou quoi avant le lancement et montrer ce que vous faites. On va échanger avec eux et on va aussi construire un peu notre marque ensemble. Complètement, ouais. C'était l'objectif et puis l'idée c'est d'arriver aussi à nous, on voudrait se lancer avec une campagne Ulule et donc c'est bien d'avoir un peu une communauté pour cette campagne Ulule et ça permet d'avoir eu un premier retour, je pense, du marché, une première évaluation, essayer d'avoir rassemblé des gens autour d'un projet et ça permet de vérifier qu'est-ce qui plaît pas, etc. Bien sûr. Alors ça reste assez limité puisque c'est juste des likes ou des commentaires sur Instagram, quelques personnes. Mais c'est déjà vraiment intéressant et enrichissant, je trouve, d'avoir ces retours. Nous, on les lit tous, en tout cas, on aime beaucoup. Ouais, mais j'ai vu que là, vous demandiez en ce moment... Alors, je sais plus, c'était la couleur. Il y a une fois les couleurs et une fois peut-être le nom pour un prochain. Oui. Pareil, les noms, vous choisissez voilà. comment Les noms, en général, on essaie de trouver quelque chose qui soit en lien avec notre univers, autant le nom des couleurs que le nom des formes, des sextoys. Après, la plupart des noms sont vraiment encore arrêtés. C'est vraiment des noms inventés, j'ai pas fait attention, où il y a des références littéraires. C'est des noms inventés, vraiment directement relatifs à notre univers. D'accord. Il y a pas de référence particulière, c'est vraiment... On essaye vraiment de promouvoir le côté imagination. Je pense qu'il est vraiment très important comme moteur de la libido. Vraiment, sur le côté sexe positif, justement, ça c'est quelque chose qu'on aime bien mettre en valeur. C'est assez peu mis en valeur, je trouve, l'aspect qu'il faut imaginer, il faut être créatif pour avoir une sexualité épanouie et justement aller à l'encontre de l'aspect performance, etc. Il y a beaucoup de sextoys qui promettent des orgasmes en 2 minutes, etc. Enfin, c'est très bien, j'ai vraiment rien contre tous les vibros type womanizer, etc. C'est génial ce qu'ils font. Enfin, je serais pas capable de le faire. Il y a deux avis, il y a deux camps là-dessus. Il y en a qui adorent et il y en a qui disent que c'est dangereux parce qu'on va devenir addict, ce qui peut arriver. Enfin, faut savoir l'utiliser avec parcimonie, ça reste un accessoire, quoi. Mais voilà. Ouais. Et l'idée, c'est que, je pense si on te demande aux gens quel est le rapport sexuel le plus mémorable positivement qu'ils ont, je pense pas que ça va être leur orgasme qu'ils ont eu en 2 minutes avec leur vibro hier soir, mais peut-être que ça sera quelque chose qui est plus travaillé, etc. Il y aura des éléments de surprise, plus d'imagination, peut-être avec un partenaire, peut-être pas, etc. Mais je pense que c'est plus une sexualité qui est travaillée. Ça prend du temps, je pense, d'avoir une sexualité épanouie. Il faut y consacrer du temps. Et c'est plutôt dans cette vision-là de la sexualité positive qu'on essaye d'aller et pas juste libérer le corps, les orgasmes c'est trop bien, les injonctions religieuses c'est pas bien, etc. Ok, donc finalement vous vous adressez pas mal aux couples en fait. Pas particulièrement, l'utilisation peut être en solitaire, l'utilisation peut être à deux, on peut même juste l'exposer sans même l'utiliser. Quand je dis couple, c'est dans une utilisation à deux, quoi, pas forcément un couple de long terme installé ou quoi, mais ou exclusif, mais juste plutôt non, ça peut être une utilisation autant seule que à plusieurs, mais du coup si c'est tout seul ou toute seule, du coup c'est quand même dans la recherche de se faire plaisir soi et du coup de la masturbation. Ouais, complètement. Donc, du coup il y a pas de problème aussi. Non, bien sûr, il n'y a pas du tout de problème relatif à la masturbation, ça fonctionne très bien tout seul. Après je sais pas, moi j'ai tendance à comment dire, peut-être à plus apprécier ce côté partage, mais c'est pas vraiment une valeur. Chacun voit sa sexualité comme il veut, et c'est vraiment ça qu'on essaye de promouvoir. Si vous voulez l'avoir tout seul, c'est tout seul, ça fonctionne très bien. Si vous voulez l'avoir à 2, à 10, ça fonctionne très bien aussi. Peut-être un peu des deux, de toute façon, pour savoir ce qu'on aime seul, ce qu'on aime avec quelqu'un d'autre ou à plusieurs. Et c'est rarement... quoique, je sais pas, c'est rarement que tout seul ou que avec des gens. La construction de notre sexualité peut être sur les deux pans, du coup. Oui, complètement. Ok, du coup, vous avez pas spécialement pensé à qui
vous n'avez pas besoin de vous dire vous vous adressez à un type de personne. Est-ce que vous adressez plus aux hommes, plus aux femmes, plus couple hétéro, couple homo? Non, on n'a pas défini très précisément une cible. Ça c'est notre cible, ça c'est pas notre cible, etc. On attend de voir un petit peu à qui le projet va plaire. Déjà, on a une première idée avec justement les retours qu'on a sur Instagram, même si Instagram, forcément, c'est quand même déjà ça fait office de filtre, un premier filtre. Il y a peu de personnes qui ont plus de 60 ans sur Instagram, typiquement. Alors, ça pourrait très bien intéresser des gens qui ont plus de 60 ans, pourquoi pas. Ouais. Mais du coup, on attend surtout d'avoir, de commencer à vendre pour mieux connaître notre cible et s'adapter un petit peu à ce qu'ils veulent, qui ils sont. Ok, d'accord. Là, vous avez quoi, un peu plus de 1000 abonnés, je crois, et c'est difficile de voir s'il y a une démarcation d'un pan de la population. Après, il y a déjà plus de femmes en général sur Instagram et sur la sexualité, donc ça aide pas forcément de savoir si vous êtes plus pour les femmes ou plus pour les hommes. Et puis en fait, moi j'aurais plutôt pensé même, est-ce que vous êtes plus un des personnes qui s'intéressent à, je sais pas moi, la littérature fantastique, la science-fiction, c'est plutôt ça en fait, peut-être vos targets. Ouais, effectivement. Plutôt que des genres et des catégories. Complètement. On a essayé de cibler un petit peu les gens qui avaient une sensibilité au monde fantastique, etc. Alors geek ou pas geek. Mais effectivement, on a essayé de cibler ça. Au final, il y a pas que des gens dans cet état d'esprit-là qui nous ont suivis. On essaye vraiment on attend de voir qui vont être nos clients. On est super curieux de voir qui va vouloir acheter les diamonds. Mais il y a un peu de tout. Alors c'est Margot qui gère l'Instagram. Moi ça fait longtemps que j'ai pas consulté les stats, mais de mémoire c'était assez moitié parce que les stats qu'on a c'est homme-femme et plus ou moins âge, je crois. Donc c'était à peu près moitié et c'était entre 18 et 40 ans, il y avait beaucoup de monde, surtout autour de 25-30 je pense, mais pas particulièrement. Non. Okay. Après, le problème c'est que c'est vraiment le prisme Instagram, quoi, comme tu dis, où il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. Ok. Ça, vous avez pas encore eu de problème de censure Non, c'est vrai qu'on y fait attention. On a entendu parler qu'il y avait pas mal de difficultés relatives à ça. Nous on fait attention à poster justement, à éviter de poster les contenus qui sont interdits par Instagram et idem pas faire de boutiques, alors je peux conseiller c'est faire de publicité payante ou des boutiques Instagram, ça passe pas, je crois. Moi j'ai essayé quand même pour voir, mais bon, je savais que ça allait pas passer. Ok. Donc après vous pouvez essayer on a trop peur de prendre un ban d'Instagram, du coup, pour ce que ça nous apporterait, surtout que on n'a pas particulièrement envie en fait d'utiliser ce canal là de publicité. Instagram c'est sympa si les gens ils décident d'eux-mêmes de nous suivre, mais après à venir s'imposer dans le feed des gens c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Du coup voilà, question s'est pas trop posée en fait, ça nous intéressait pas, ils voulaient pas de nous, donc voilà, très bien. Du coup, j'ai deux questions. D'abord, l'origine de Ferra Diamond, pourquoi ça s'appelle comme ça? Et après, rien à voir, comme on parlait il y a 2 secondes des potentielles difficultés. Là, la question s'est pas posée avec Instagram, mais si vous avez déjà, avec un projet si jeune, des petits problèmes ou des petits obstacles, mais aussi des choses très très cool, très bonnes nouvelles, on peut faire les deux, ça. Ok. Dans la première question, c'était pardon. Le nom l'origine. Oui, l'origine du nom. Du coup on a beaucoup cherché, on s'est arrêté sur Ferra Diamond parce que la sonorité nous plaisait beaucoup, ça fait assez fantastique et pour l'anecdote en latin ça veut dire esprit sauvage. D'accord. Donc voilà, on a choisi ça pour ça. Décidément, le latin et la sexualité, là, ça fait le 2e épisode que j'enregistre où je vous parle de latin et sexualité. Donc, en plus, vous allez sûrement passer juste après cet épisode auquel je pense avec Contrôle X. Donc, c'est marrant. D'accord. Ok. Voilà, donc du coup, c'est ça l'origine du nom. Après, encore une fois, ça a surtout été choisi pour des raisons esthétiques. Nous, c'était un nom qui nous plaisait. On avait hésité avec juste Ferra, mais le problème, c'est que en termes de droit pour déposer sa marque, FERA, c'était difficile, c'était trop simple. Pareil, le site internet, c'était toujours déjà pris. Donc voilà, on a essayé de complexifier un petit peu en disant Ferra Diamond, en sachant que du coup Ferra c'est notre monde fantastique, c'est le nom du monde, et les Diamonds c'est le nom des sextoys. Donc c'est les Diamonds de Ferra, c'est les sextoys de l'univers de Ferra. Voilà. Parfait.
Ok, super clair. Donc ça, c'était assez facile à trouver. Oui. Et ensuite, en gros, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes dessus ? Ça fait 1 an, je dirais entre 1 an et 1 an et demi. On travaille dessus. Après, on n'a pas toujours été à fond, étant donné qu'encore une fois, on avait nos jobs respectifs en même temps. Mais ouais, là en ce moment, on est vraiment à fond dessus et en tout, on a dû commencer. Je pense que le tout premier, ça devait être en janvier, février 2019, je pense. D'accord. À peu près. Un peu plus d'1 an, Ouais. 1 an et demi. Et donc, en 1 an et demi, est-ce que vous avez déjà pu rencontrer des petits obstacles, que ce soit vraiment dans la pure fabrication, donc ou même quand vous en parlez dans votre entourage, ou je sais pas, des petites choses des petites problématiques d'entrepreneur. Ouais, bah il y a toujours plein de petits problèmes au quotidien, alors que ce soit les silicones qu'on reçoit qui correspondent pas du tout, l'imprimante 3D qui arrête de fonctionner, il y a 10 000 petits problèmes. Le fait de vouloir tout faire soi-même, bah forcément tu internalises ta production, mais tu internalises aussi tous les problèmes qui vont avec. Donc je pense que les problèmes qu'on a eu, c'était surtout avoir un process fluide pour travailler le silicone et arriver à faire des choses bien. Ça a pris combien de temps de trouver ce process à peu près clair? Bah, il est encore en cours d'amélioration en fait. On s'arrête chaque fois, on essaye de nouvelles choses, etc. D'accord. Mais je dirais que ouais, ça a mis 1 an avant de vraiment arriver à faire des choses propres avec un silicone qu'on aime bien. C'est votre recherche et développement, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Donc il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Après, on appréhende beaucoup aussi l'ouverture du compte en banque qui est réputée pour être assez pénible pour les entreprises du secteur de la sexualité. Ouais, mais apparemment il faut trouver le bon contact, bon filon. Donc moi, le jour où je le fais aussi, j'avoue, j'ai pas encore ouvert de compte exprès pour Talk, mais je sais à qui demander, donc je passerai le message. Ok, merci beaucoup. C'est le but de ce podcast, de pouvoir se refiler les pouvoir bons ouvrir plans. des comptes en banque. Non, mais se filer les bons plans qui sont liés au secteur, quoi. Ok, bah merci beaucoup, c'est très gentil. Donc effectivement, on appréhende un peu par rapport à ça. Après, il y a quand même la possibilité, on sait au cas où que en fait c'est obligatoire d'avoir le droit d'accès à un compte en banque et toute entreprise qui exerce dans un secteur d'activité légale a le droit d'avoir un compte en banque. Et si tu vas voir la Banque de France avec une lettre de refus, par exemple du Crédit Agricole ou je sais pas de n'importe quelle banque, ils peuvent forcer la banque à vous ouvrir un compte. Après, le problème de ce type de processus, c'est que on part avec des relations plutôt pourries, je pense, avec son banquier. C'est sûr. Et clairement, je pense que des tarifs pas du tout avantageux, etc. Donc, j'imagine qu'il y a des inconvénients. Alors, je connais pas le processus exactement, mais je sais qu'on peut, si vraiment il y a des gens qui sont complètement bloqués par ça, je pense qu'ils peuvent aller voir la Banque de France et la Banque de France peut contraindre les banques à ouvrir un compte à une entreprise. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr. Après, le truc, c'est que si t'as envie de te lancer, t'as envie de te lancer. Est-ce que t'as envie de t'avancer dans une procédure comme ça? Ouais. Alors, faut le faire en parallèle, d'ouvrir dans une autre banque. Je sais pas, mais ok. Donc ça, vous appréhendez, mais bon, ça devrait. Sinon, on espère que ça va marcher. En tout cas, on va essayer, etc. Et puis après, le gros suspense, évidemment, c'est est-ce que les produits vont plaire, est-ce qu'on va en vendre, etc. Ou est-ce qu'on aura fait tout ça pour rien? Il faudra retourner faire du conseil dans l'énergie. Est-ce que tu sais si à peu près déjà quand est-ce que vous voulez lancer la campagne Ulule ou c'est prématuré on pense fin septembre, donc trop bien. Bientôt. Après, ça dépendra. Peut-être que ce sera à mi-octobre, peut-être pas. Ça dépendra vraiment de comment ça avance. Il y a encore quelques problématiques à élucider. 2020, quoi. Oui, 2020 complètement. Et après, on sait pas. Normalement, on avait prévu la fin de l'été. Donc on sait pas, après dans notre site qui est à peu près prêt, il nous manque quelques sextoys à faire, à photographier, et encore quelques problématiques à élucider, mais dans l'ensemble ça a bien avancé et le projet est quasiment fini. Ouais. C'est génial. Ok. Et donc là, la campagne Ulule, ça dure 30-45 jours. Ça va être des préventes, ça va être... Ouais, c'est ça. Ouais, l'idée c'est de faire des préventes. L'idée c'est que les gens puissent en fait choisir quel sextoy ils veulent. Il y en aura énormément de choix. En fait, le fait de faire des sextoys artisanaux, ça permet vraiment de faire beaucoup de combinaisons. Je vais pas vraiment insister là-dessus au début de l'épisode.
mais il y a vraiment plusieurs milliers de combinaisons possibles entre la forme, la taille, la couleur, la rigidité, le type de socle, etc. Ça fait énormément de possibilités, et voilà, l'idée c'est de laisser le choix aux clients sur Ulule de choisir justement exactement celui qui les intéresse. Et après voilà, donc l'idée c'est de les vendre un peu moins cher en précommande sur Ulule, et on verra si ça marche ou pas, mais ouais, l'idée c'est de faire des précommandes, et puis ça nous permettra si jamais il y en a beaucoup, d'acheter le silicone, parce que le silicone c'est quand même super cher, le silicone médical, surtout en l'important aux États-Unis, c'est méga cher, et du coup voilà, encore une fois, si on a 1000 commandes, à aucun moment avec nos salaires on pourrait acheter de quoi faire fabriquer 1000 sextoys. Bien sûr. Et donc voilà, cette campagne Ulule, elle permettrait aussi de financer le lancement. On en reparlera à ce moment-là. Et sinon, plus de manière générale, maintenant que du coup ça fait 1 an et demi que vous entreprenez dans le milieu de la sexualité, que vous vous renseignez là-dessus, bon, milieu du silicone aussi clairement, mais est-ce que il y a des choses que vous voyez, en plus voilà, il y a un boom là-dedans quand même d'une certaine manière, et des choses que vous voyez qui vous aimez pas, qui vous plaisent pas. Moi je découvre, j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de ce qu'on appelle apparemment du woman washing ou du feminist washing, je sais pas comment l'appeler, et d'un autre côté des choses que vous voudriez qui existent et qui arrivent quoi. En fait, quels sont les projets qui selon vous ne sont pas une aide à l'avancée d'une libéralisation de la sexualité, et de l'autre ceux qui pourraient aider et qui n'existent pas encore ou qui arrivent dans d'autres pays peut-être? Ouais. Alors c'est un peu compliqué, vaste question, mal formuler ma question. Mais non, pas du tout. Alors sur le féminisme washing, etc. Moi je sais pas, j'ai pas la prétention encore une fois de dire tel projet est bien, tel projet est pas bien. Les gens ils font ce qu'ils pensent bien, j'imagine, etc. Nous voilà, encore une fois, on essaye de faire de l'éco-responsabilité. Après on n'est pas parfait, et peut-être qu'il y a des gens qui essayent de promouvoir le féminisme et qui pour autant oui, ça, bien sûr, un positionnement qui est pas parfait. Typiquement, si tu essaies de promouvoir la libération du corps de la femme, etc., et en même temps t'emploies en Chine des femmes dans des industries qui vont fabriquer des sextoys à la chaîne, il y a un petit peu une hypocrisie là-dedans peut-être. Après je veux pas du tout juger ceux qui font ça. Voilà, pas la prétention de savoir mieux que les autres, je ne ferai pas ça. Et sinon, en termes de projet, ce qui est intéressant, on a un peu été inspiré par le projet, qui est devenu très gros maintenant, de Dam Products. Donc c'est des vibros américains qui ont un côté très féministe, qui ont exactement l'écueil que je viens de décrire sur la fabrication en Chine, mais qui sont je pense qui ont quand même un impact très positif malgré ça sur à la fois la prise de conscience et juste la fin de, comment ils appellent ça, le pleasure gap, qui est l'idée de qui est les hommes ont plus d'orgasmes que les gens qui ont des pénis ont plus d'orgasmes que les gens qui ont des vagins pendant les rapports sexuels, et du coup leur objectif c'est de fermer ce gap, de rééquilibrer ce gap. Je trouve ça assez marrant, à la fois sur l'aspect sensibilisation, et puis même leurs produits en fait sont très bien. Ouais, c'est vrai que leurs produits pour le coup sont très très originaux, je trouve, dans originaux et quali, dans je sais pas si tu forme. l'as déjà utilisé. Pas encore, là on vient enfin de trouver un fournisseur pour les avoir. Okay. On les avait contactés en direct, mais c'était compliqué, ils sont aux États-Unis, donc c'était plus simple pour nous en tout cas au début de passer par un distributeur, et mais j'en avais déjà vu, pas testé encore, mais je sais que normalement c'est bon gage de qualité et on va normalement revendre, donc ouais. Ok, d'accord. Et donc t'as pas d'idée d'entreprise ou d'initiative ou d'association que tu trouves qu'il faudrait qu'il y ait plus dans ce milieu de la sexualité, je sais pas. Ou même, je sais pas, en termes d'éducation sexuelle, tu vois, on a fait tous les deux des IEP, alors je sais pas, t'as fini quand? J'ai fini il y a 3 ans. Ok, 2018. Non, 2017. Ouais, 2017 ou 2018. Ouais, donc on a un an d'écart. Pour moi, j'ai fini en 2018. Ouais, voilà. Et tu vois, est-ce que
dans des milieux comme ça, on est censé pouvoir parler de tout, notamment du féminisme. À l'époque, j'étais pas intéressée, mais en termes de sexualité, par exemple, tu vois, on a peu d'éducation sexuelle, on n'a pas quasiment d'éducation sexuelle au lycée. Est-ce qu'on pourrait en avoir dans ces milieux-là? J'en sais rien, tu vois, est-ce que t'as dit? Il y a toujours le problème, c'est un énorme tabou. Les universités, c'est quand même vachement lié à l'État, et l'État est assez rigide en termes d'évolution de la moralité, etc. Il y a pas si longtemps, il y avait quand même encore comment ça s'appelle, le délit d'outrage aux bonnes mœurs. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Concept en droit français qui provient depuis la Révolution, qui a été arrêté dans les années 90. Alors c'est sur l'exhibitionnisme, c'est sur quoi? Non, je crois que ça comprenait l'exhibitionnisme, mais typiquement fabriquer et vendre des sextoys, c'était interdit. Genre tu prenais de la prison ferme pour ça. Ah, je savais pas. C'était dans les années 70, il y a des gens qui prenaient de la prison ferme pour fabriquer et vendre des sextoys. Donc c'était vraiment c'était un peu un autre monde, et c'était il y a pas si longtemps que ça. Au final, c'était il y a 50 ans, donc faut se laisser le temps un petit peu aux mentalités d'évoluer. On aimerait tous que ça aille plus vite, c'est sûr, mais il faut aussi se souvenir que il y a pas si longtemps, c'était quand même plutôt pire, en tout cas dans l'univers des sextoys pour l'éducation sexuelle. J'imagine aussi, je maîtrise pas trop la question, donc je sais pas. Mais ça m'avait vachement amusé cette idée d'imaginer des thugs qui essayent de vendre des sextoys sous le manteau, c'est ça, comme de la drogue. C'est ça, qui font leur go fast en mode plein de vibros dans le coffre. Imaginez la douane, on a saisi les criminels, oui, et ils ont 2 tonnes de vibros sur eux, arrêtez-les. Ça va être pas mal. Très bien, je vais réviser mon histoire. Je me suis pas penchée encore sur la question vraiment bien de l'histoire des sextoys. Outrage aux bonnes mœurs. Il y a un livre super là-dessus que j'ai commandé pendant le confinement, que du coup j'ai jamais reçu et jamais lu, mais qui arrive quand même un jour. Faudrait que je le recommande, parce que du coup j'ai pas pu le récupérer. Et alors je crois que c'est Baptiste Coulmont, c'est de la sociologie. Si tu veux, je t'enverrai la référence, tu pourras l'inclure dans le podcast, et qui fait un petit peu une histoire française du sextoy. Donc c'est trop bien. J'ai pas vu du tout, d'accord. Et je pense que c'est un ouvrage sympa et qui est justement pas mal porté, comme archive, en tout cas il a beaucoup utilisé, je crois, les archives de la police. Et du coup, il y a plein de situations assez humoristiques. Pour en faire des sketchs, le capitaine de police qui dit oui, alors on a arrêté ces gens-là qui possédaient 8 dildos sur eux. Alors vraiment, en prison direct. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai voulu lire le livre, mais je l'ai pas encore fait. Ok, écoute, je crois qu'on va finir là-dessus. Je crois que c'est assez drôle de finir là-dessus. Pour ma recommandation culturelle. Ouais, j'allais te demander, je sais que tu as lu beaucoup de choses sur le silicone, mais aussi du coup sur les arrestations par rapport aux sextoys. Exactement. Maintenant, tu sais que ça ne devrait plus arriver. Normalement. Il y a encore en vrai, la plupart, aujourd'hui, il y a vraiment zéro loi ou zéro encadrement juridique en France sur les sextoys. On peut en mettre absolument n'importe quoi. Mais justement les seules légiférations qu'il y a, ou en tout cas quand les sextoys sont abordés à l'Assemblée nationale, c'est plutôt justement dans le sens de réinterdire ou de aller dans un sens qui en est le moins possible, et on va pas du tout dans le sens, il me semble qu'il y a pas beaucoup de propositions de loi, alors peut-être que je me trompe, c'est possible, qui vont dans le sens justement d'une protection du consommateur, où on contrôle les matières qu'on met, parce qu'à l'heure actuelle c'est vraiment la fête des phtalates et des bisphénol A, des métaux lourds, solvants, etc. Donc il y a quand même encore des évolutions juridiques à faire, je pense, de ce côté-là. C'est bien beau d'avoir autorisé le truc, mais il faudrait l'encadrer un peu maintenant. C'est ça, exactement. Voilà. Ok, et super, merci beaucoup. Et puis rendez-vous à la rentrée ou en octobre pour la campagne Jules, quoi. Exactement, merci beaucoup à toi. Très bien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'aller découvrir les magnifiques créations de Romain et Margot si ce n'est pas déjà fait. Le site de Fer à Diamond est maintenant en ligne, vous pouvez donc aller le découvrir, ainsi que leur compte Instagram. Je vous mets les liens en description de l'épisode évidemment, ainsi que toutes les références de podcasts et de lectures mentionnées pendant l'épisode. Petite mise à jour du côté de Talk Universe aussi, les produits de Dame Product mentionnés pendant l'épisode sont maintenant disponibles sur notre boutique en ligne. Enfin, merci à vous d'être de plus en plus nombreuses à écouter les épisodes de Talk Podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'aller mettre une petite note, voire même un petit commentaire d'encouragement ou de suggestion sur votre plateforme d'écoute.
N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram également, @talk-du8univers. Merci encore et à très vite.